Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. L'école parvient-elle encore à transmettre les valeurs de la République? La question n'est bien sûr pas nouvelle, mais elle se pose avec une résonance toute particulière au lendemain des attentats meurtriers de début janvier. Alors on se souvient, dès la fin janvier, le gouvernement a annoncé 11 mesures de mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Et au même moment, au Sénat, sur proposition du groupe UMP, une commission d'enquête a été créée sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte de repères républicains et les difficultés rencontrées par le corps enseignant. Je propose aujourd'hui de revoir une audition d'Alain Finkielkraut menée par cette commission. Le philosophe essayiste et membre de l'Académie française dresse un constat très pessimiste. Pour lui, la République semble renoncer au moment même où elle est défiée et si l'on ne fait rien, eh bien elle court à la catastrophe. Je vous propose de découvrir tout de suite ces diagnostics et ces propositions en salle Médicis. Nous débutons ce matin notre séance d'audition en recevant M. Alain Finkielkraut, écrivain, essayiste, philosophe et membre de l'Académie française. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, avec l'accord de M. Finkielkraut. Et elle sera également accessible en version papier sur le site internet du Sénat dans le recueil des travaux de commission. Agrégé de lettres modernes, enseignant en lycée technologique puis à l'école polytechnique, vous avez fait preuve tout au long de votre carrière d'un grand intérêt pour les questions d'éducation. Vous avez notamment publié « Enseigner les lettres aujourd'hui » en 2003, puis en 2007 « La querelle de l'école », un livre issu des débats que vous avez menés à l'antenne de France Culture. Vous vous présentez vous-même comme un fervent défenseur de l'école républicaine. Je rappelle que vous avez été entendu comme expert auprès de la commission chargée de rédiger un livret destiné à faire vivre l'idée républicaine dans les écoles, créé en 2003 par Luc Ferry, alors ministre de l'Éducation nationale. Vous avez aussi été nommé membre, avant d'en démissionner par suite de désaccords avec son rapport, de la Commission nationale du débat sur l'avenir de l'école. Et à la lumière de votre expérience dans l'enseignement et de votre réflexion sur l'école, vous pourrez sans doute nous éclairer sur les difficultés qui existent en matière de transmission des valeurs de la République. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. C'est un formalisme auquel je ne peux me soustraire. En conséquence, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Perrin et les membres de la commission d'enquête ici présents qui le souhaitent pourront vous proposer et vous poser des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'essaierai donc d'être aussi sincère que possible et je partirai de la très fameuse conférence de Renan, prononcée, je crois, en 1882, « Qu'est-ce qu'une nation ?» Renan dit que la communauté des intérêts est assurément un lien puissant entre les hommes. Les intérêts, cependant, suffisent-elles à faire une nation? Je ne le crois pas. La communauté des intérêts fait les traités de commerce. Et ensuite, Renan donne sa très fameuse définition. Une nation est une âme, un principe spirituel, deux choses, à vrai dire, qui n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage indivis. L'homme, messieurs, ne s'improvise pas. La République a confié à l'école la tâche de transmettre l'héritage et de le transmettre autant qu'il est possible à tous ses enfants.
la tâche aujourd'hui se complique. Elle est de plus en plus malaisée. Le contexte de l'école est défavorable à l'école. Simone Weil, la philosophe, disait que la formation de la faculté d'attention est le but véritable et presque l'unique intérêt des études. Or, l'attention est aujourd'hui mise à mal par la connexion. Plus les élèves sont connectés et moins ils sont attentifs. Tous les professeurs en font l'amère expérience et nous y viendrons peut-être, mais là c'est une parenthèse, il ne me semble pas que la numérisation accélérée de l'école résoudra le problème, elle risque au contraire de l'aggraver. D'autre part, l'Internet, mettant tout le savoir à disposition, semble rendre inutile l'acquisition du savoir. Une confusion s'instaure entre mise à disposition et acquisition. Deuxième difficulté, liée celle-là non aux nouvelles technologies et au nouvel individu que ces technologies façonnent, mais au nouveau public scolaire, avec l'immigration de peuplement, d'autres héritages, d'autres généalogies entrent massivement à l'école. Que faire? L'école hésite, d'autant plus qu'à la différence de Renan, elle a partiellement honte de son héritage. Le XXe siècle nous sépare de la conférence de 1882. Et c'est une sorte de trou béant. Le XXe siècle, c'est le siècle des nationalismes débridés, du totalitarisme et de la violence coloniale. Dès lors, un mot est devenu tabou, c'est le terme d'assimilation. Je suis moi-même contemporain d'une époque où l'assimilation régnait. Je ne dirais pas sévissait. Je viens d'une famille fraîchement naturalisée. Nous avons même bénéficié d'une naturalisation collective alors que j'avais 1 an. Et j'ai connu donc l'assimilation, mais il ne m'a jamais été demandé de me fondre dans la masse, de sacrifier mon identité juive pour être un meilleur Français. Il m'a été possible d'assimiler une part de la culture française. Donc ce n'était pas, selon moi, une violence, c'était un don. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai apporté un rapport qui n'a certes pas été suivi des faits, mais qui traduit un état d'esprit répandu dans l'éducation nationale. C'est un rapport remis au Premier ministre sur la refondation des politiques d'intégration, rédigé par un conseiller d'État, Thierry Tuot, une grande nation pour une société inclusive. Je lis ceci. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que ce rapport part déjà du principe que l'assimilation, perpétuation en quelque sorte de la violence coloniale, doit être évidemment écartée, mais il s'en prend au concept qui avait déjà remplacé l'assimilation, celui d'intégration, puisqu'il est écrit « L'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi ». Et il s'en prend aussi au passé révolu d'une France chevrotante
confite dans des traditions imaginaires. Ce passé révolu dont l'école a précisément la charge. Donc, tout se passe comme si, avec l'assimilation et même l'intégration, la colonisation continuait. Et c'est aussi, je crois, ce qui ressort de ce qu'on a faussement appelé l'esprit du 11 janvier. Après donc la grande manifestation qui a suivi, les tueries de Charlie Hebdo et du magasin Hypercacher de Vincennes. Parce que, à peine la République se mettait-elle debout, qu'elle a été traînée sur le banc des accusés, et pour répondre, disons, des crimes d'apartheid, de ségrégation, de discrimination, d'exclusion, de stigmatisation. Comme si la République était, au bout du compte, coupable des malheurs qui la frappent. Et on entend, ces derniers temps, on entend depuis quelques semaines, un plaidoyer très fort pour ce qu'on appelle une laïcité ouverte. Et les éditions Gallimard, dans la collection Le Débat, viennent de faire paraître un livre, à mes yeux, très symptomatique, dont des extraits ont été publiés dans Le Point, Constantin Languille, La possibilité du cosmopolitisme. Et dans ce livre, il dit précisément que la République est beaucoup trop rigide et que la pacification des tensions exige une relaxation des exigences républicaines assimilatrices et uniformisantes. Assimilatrices et uniformisantes. Vous voyez, donc, il y a le problème lié aux nouvelles technologies, la connexion qui remplace de plus en plus l'attention, et ce qui rend la transmission extraordinairement malaisée, le problème lié à un nouveau public scolaire que la République hésite à intégrer, c'est-à-dire à faire entrer dans un monde, dans une civilisation particulière, pour les raisons que j'ai dites. Et il me semble que je dirais pour conclure que par-delà les pauses martiales, sur le fait qu'on ne cédera jamais à la terreur, la République se renonce au moment même où elle est défiée, et défiée parfois de façon meurtrière. Et c'est pour cela qu'il me semble, excusez-moi si ma conclusion est un peu abrupte, c'est pour cela qu'il me semble qu'on va à la catastrophe. Merci, monsieur, même si en effet la conclusion est un petit peu abrupte, mais mes collègues vont poser des questions. D'abord, monsieur le rapporteur, et ensuite, bien sûr, les questions de mes collègues. Merci, monsieur l'académicien. Moi, je suis vraiment, avec l'ensemble de mes collègues, fiers, nous sommes fiers et ravis que vous ayez accepté notre invitation, parce que nous aimons votre manière de dire les choses, et pas simplement, même si certains disent parfois que vous êtes pessimiste, moi je crois que vous êtes assez réaliste. Et nous sommes souvent dans le déni de dire les choses dans une société actuelle où il faut euphémiser tout un ensemble de choses. Moi j'aurais 3 questions. La première, c'est l'enseignement des valeurs républicaines ne se heurte-t-il pas au flou qui entoure leur définition ainsi qu'à la remise en cause de l'idée nationale? Je vous les déplacerai. La deuxième, oui, c'est la perte d'autorité. C'était pour permettre à mes collègues de pouvoir intervenir juste après. La perte d'autorité des enseignants et le défaut de discipline peuvent-elles expliquer la perte de repères républicains? On a l'impression qu'il y a un déclin de l'autorité du maître qui est pour certains du fait de l'institution scolaire ou pour d'autres d'un mouvement plus général de recul de l'autorité. Et la troisième question, n'attend-on pas trop de l'école? Peut-elle tout faire comme se substituer à la famille dans l'éducation? Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux à chacune de vos questions.
Alors, je m'arrête d'abord à ce terme, très souvent entendu, les valeurs républicaines. Alors, si j'ai fait référence à Renan, c'est précisément pour l'accent que celui-ci met sur l'héritage. Un héritage de gloire et de regret, dit-il. Mais, premièrement, cet héritage, l'histoire, cet héritage ne commence pas avec la République. J'ai toujours été fasciné par cette phrase de Péguy, « La République une et indivisible, notre royaume de France ». Et je veux dire, la littérature française n'est pas apparue miraculeusement en 1789 ou en 1848 ou avec l'instauration définitive de la République après la guerre de 70. Non. Et l'enseignement, j'ai bénéficié moi-même d'une éducation nationale, délibérément nationale, et je me souviens que nous étudions chaque année, d'où que nous venions, même si les classes étaient moins bigarrées qu'aujourd'hui, une pièce de Racine, une pièce de Corneille, une pièce de Molière. Donc voilà, le flou qui entoure leur définition, je vois aussi une sorte de réduction à la République de ce qu'il s'agit d'enseigner. Et puis le mot de valeur, je le trouve un tout petit peu dangereux. Et là, en effet, parce que les valeurs sont... D'abord, enseigner les valeurs, c'est se condamner à faire des harangues ou des sermons. Je ne suis pas sûr qu'un enseignement efficace en passe par le sermon. En outre, ces valeurs sont justiciables d'interprétations extraordinairement différentes. Car si aujourd'hui certains remettent en cause le principe républicain par excellence qu'est la laïcité, ce n'est pas au nom de la religion. On ne plaide plus pour un retour à l'hétéronomie. Les partisans, les adversaires de la laïcité telle qu'elle fonctionne aujourd'hui se réclament eux-mêmes de la laïcité ouverte et s'appuient sur la déclaration des droits de l'homme, la liberté de conscience, la liberté religieuse, leur paraît être au fondement de la modernité laïque. Donc ils sont eux-mêmes partie prenante du grand mouvement de sécularisation de nos sociétés, et on invoquera de plus en plus la liberté de conscience et une certaine idée de laïcité pour remettre en cause l'interdiction du voile islamique, des signes religieux ostensibles du voile islamique à l'école. C'est évidemment cet argument qui a été brandi quand on a commencé à réfléchir au problème du voile à l'université et à toutes ses conséquences, et c'est aussi l'argument qu'on invoque pour contester l'interdiction du voile intégral et de la burqa. Et moi, je vois même cette situation, si vous voulez. Or, pourquoi la France tient-elle obstinément, enfin, tient-elle jusqu'à présent à maintenir ces interdictions? Ce n'est pas simplement au nom de ses valeurs, c'est au nom de sa civilisation, au nom de ses mœurs. Et je vois se profiler, si vous voulez, je vois, oui, ce scénario se mettre en place, nos mœurs sacrifiées à notre idée du droit.
Et donc nos mœurs, ce ne sont pas simplement des coutumes, ce n'est pas simplement un folklore. Il y a dans nos mœurs des valeurs auxquelles nous sommes attachés, mais précisément, il y a quelque chose ces valeurs, elles s'expriment dans notre civilisation et dans nos mœurs. Et je crois précisément qu'il faut que la France, que l'école soit un des lieux d'apprentissage par-delà les valeurs républicaines de la civilisation française. Évidemment, la difficulté, comme vous le soulignez dans votre question, tient aussi à la remise en cause de l'idée nationale. La nation ayant succombé à plusieurs reprises au nationalisme, l'âge étant venu de la construction européenne, il est de plus en plus difficile de parler, d'assumer même l'existence d'une civilisation française. C'est pourtant, me semble-t-il, ce qui doit être réaffirmé. La deuxième question. Oui, la deuxième. Et après, on donnera la perte d'autorité des enseignants et les défauts de discipline peuvent-elles expliquer la perte des repères républicains? Généralement, la perte de l'autorité. Oui, si vous voulez, là, il faut peut-être en revenir à Tocqueville, qui a montré que la démocratie moderne n'était pas simplement un régime, le régime du gouvernement par le peuple et pour le peuple. La démocratie, a-t-il analysé, est un processus, un mouvement historique fascinant et, disait-il, inquiétant. Et quand il disait inquiétant, ce n'est pas parce qu'il avait la nostalgie de l'Ancien Régime. Il disait que l'idée démocratique de liberté était plus juste que l'idée aristocratique de liberté. Mais ce processus était inquiétant. C'était quoi ce processus? C'est un processus d'égalisation des conditions. Et il disait, il faut pouvoir modérer la démocratie, sinon c'est la civilisation elle-même qui est mise en péril. Si en effet tout devient démocratique dans la démocratie, eh bien il n'y a plus de verticalité et l'école est en péril. La perte de l'autorité, le recul de l'autorité dans nos sociétés vient en quelque sorte de l'hubris égalitaire dans laquelle notre société est prise. Et on le voit jusque dans le discours des politiques. Certes, l'inégalité économique demeure. On peut même dire qu'elle se creuse. Enfin, disons, c'est sujet à débat. Mais en tout cas, elle demeure. Il n'en reste pas moins que vous entendez toujours parler de la persistance des inégalités, de la nécessité d'en finir avec les inégalités, sans que jamais, alors que très rarement, est affirmée l'autorité, c'est-à-dire une égalité positive, une inégalité positive, une inégalité nécessaire. Donc, vous voyez, avec l'égalité, tout est mis sur le même plan et il n'y a plus de hiérarchie entre les pratiques culturelles et la dissymétrie qui est au fondement même des institutions, et notamment de l'institution scolaire, tend à disparaître. Il n'y a plus d'estrade aujourd'hui dans les salles de classe. Et c'est très symbolique. Quand j'ai commencé à enseigner, même, on passait 10 ou 15 minutes à mettre les tables en rond. Bon, ça, c'est terminé. Je dois dire que j'enseignais dans un lycée technologique où je n'avais aucun problème de discipline. C'est pour ça que ces innovations pédagogiques pouvaient se faire sans trop de casse. On n'en est plus là aujourd'hui, mais il me semble en effet que ce recul de l'autorité correspond est un des symptômes de ce mouvement démocratique d'égalisation auquel
il faut mettre une limite, mais on sait d'autant moins le faire que précisément tout le discours politique est organisé autour de la dénonciation des inégalités. N'attend pas trop. Je réponds à cette question. Peut-être. Merci. Pardon, j'ai trop parlé. Non, c'est Non. très bien, mais c'est peut-être... Je vais donner la parole donc à quelques questions à mes collègues et ainsi il y a des choses sûrement qui vont se recouper. Voilà, donc Monsieur Longuet. Merci Madame la Présidente. Je voudrais vraiment présenter mes excuses et prier Alain Finkielkraut de les accepter parce que je dois défendre un texte à 9h30, texte fiscal. Je reviendrai après, d'ailleurs ça peut être très court. Moi je voulais deux choses. La première, le remercier de ce qu'il est, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de son courage. C'est un vrai bonheur de vous lire et de vous écouter. Bon, de temps en temps il faut dire les choses comme on les ressent. J'avais envie de les dire et je vous le dis à cet instant. La seconde, c'est que je suis en plein accord avec vos deux points de faiblesse de l'enseignement, la connexion contre l'attention. C'est d'ailleurs un problème général de la société, mais qui est plus grave chez les enfants, parce que les enfants sont plus fragiles que les adultes, qui malgré tout ont réussi à trouver un équilibre personnel. Et la seconde, en effet, la diversité des héritages, pour revenir à la thèse de Renan, nous pose un vrai problème. Il n'est pas insurmontable, mais il serait fou de le nier. Mais ce n'est pas le sens de ma question. Ma question, peut-être manque-t-il quelque chose dans votre analyse pessimiste, je partage assez largement, pas une raison pour ne rien faire, mais il faut quand même avoir un diagnostic, c'est ce que j'appellerais le consumérisme des parents vis-à-vis de l'école. C'est-à-dire que l'école a été, à son origine, une garantie de succès social, de promotion sociale, de promotion économique et sociale, d'ailleurs les deux, à la fois de statut et de revenus. Et aujourd'hui, nous avons un doute profond des parents sur cette fonction de promotion de statut et de revenus, au moment même où toute la société incline chacun à être un consommateur exigeant pour son prestataire et jamais pour lui. Et l'une des difficultés que j'ai rencontrées comme président de région avec les enseignants concernant la réussite scolaire, ce sont les comportements des parents qui ont une attente assez primitive que je qualifierais d'attente de garagiste. On va au lycée comme on va chez le garagiste qui vous rend une voiture réparée. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose pour l'enseignement. Et j'aurais voulu que sur ce thème, l'école, certitude de promotion, est aujourd'hui une attente qui est plus ambiguë dans ses résultats et qui donc affaiblit la fonction, le magistère, le prestige de l'école, à l'exception naturellement des grandes écoles, des classes préparatoires, de tout ce qui, d'une certaine façon, garantit la réussite. Mais cette garantie de réussite, elle est parfaitement minoritaire. Et les gros bataillons, eux, sont confrontés à une école dont ils ne ressentent pas complètement l'utilité sociale. Merci beaucoup, M. Longuet. Autre question? Non, c'est bon. Pour l'instant, donc comme ça, Monsieur Longuet aura sa réponse. Oui, et puis je préfère répondre à une question à la fois. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les élèves sont de moins en moins des élèves et ils ont une espèce de double identité aujourd'hui. C'est comme s'ils étaient les produits de l'école et quand le produit est défectueux, on se plaint. Et c'est comme s'ils étaient en même temps les clients. Produits et clients. Et c'est une dérive extrêmement grave. Mais là où peut-être je ne vois pas tout à fait les choses comme vous, ou peut-être nos deux réflexions se complètent, je ne suis pas sûr que l'école, autrefois, se présentait comme une garantie de promotion sociale. Ou du moins, elle avait aux yeux des parents eux-mêmes une autre fonction qui faisait tout son prestige. J'ai eu à l'école polytechnique un très brillant élève, major, je crois maintenant d'ailleurs qu'il est à l'UMP,
s'appelait Vincent Lebier. Il s'appelle toujours Vincent Lebier. Et je discutais avec lui. Et d'abord, il m'a dit qu'il venait d'une famille d'agriculteurs du Cotentin, des petits agriculteurs. Et je lui demandais, mais alors qu'est-ce que vos parents attendaient de vous? Est-ce qu'ils espéraient, à travers votre réussite scolaire, une promotion sociale et qui faisait pression pour que, par vos diplômes, vous sortiez de leur propre horizon? Il me dit non. La seule chose qu'ils me demandaient, c'était de ramener de bons bulletins. Et je me souviens que mes parents avaient exactement la même attente. C'est-à-dire que l'école, c'est le lieu, notamment l'enseignement secondaire, en France, c'est le lieu de transmission du savoir, d'acquisition d'une culture générale, et l'école était valorisée pour cela par les parents. Laurent Lafort, le mathématicien médaille Fields, qui s'est engagé il y a plusieurs années dans une véritable croisade pour les humanités, a écrit un article absolument magnifique pour la revue Conférence, intitulé « La confusion des ordres ». Il en revient, il part de la fameuse distinction des ordres pascaliennes, l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité. Et il constate que, si vous voulez, l'idée même de grandeur de l'esprit semble disparaître, hein, par sollicitude, au nom de l'égalité, donc de la charité. On voudrait la réussite pour tous. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai démissionné de la commission Tello, parce que je ne comprenais rien à ce slogan. Je trouvais qu'il y avait quelque chose soviétique, enfin, la réussite pour tous. Et donc, j'ai démissionné. On veut la réussite pour tous, mais d'autre part, on ne voit pas, on ne sait plus penser l'autonomie des grandeurs de l'esprit. D'où d'ailleurs l'espèce de discrédit dont les enseignants sont l'objet, puisqu'ils ne gagnent que 1 500 € par mois. Et on ne peut pas faire partie de l'élite quand on gagne 1 500 € par mois. Or, les professeurs de lycée, hein, au temps de la République des professeurs, n'étaient pas riches, mais ils faisaient partie d'une élite parce que précisément d'autres critères intervenaient. Donc, ce qui me paraît extraordinairement dangereux, c'est le fait que la finalité première de l'école, et notamment de l'enseignement secondaire, cultiver les élèves, eh bien, c'est que cette finalité est disparue de notre horizon mental. D'où cette attente extrêmement brutale. Il faut me faire réussir. Et si vous ne me faites pas réussir, eh bien, c'est votre faute. Et évidemment, les pauvres professeurs sont traités comme des prestataires de services. Et autrefois, alors je m'excuse, j'ai l'air vraiment d'un réactionnaire, d'un nostalgique incorrigible, mais d'abord, on avait peur quand on allait à l'école, on avait toujours un peu peur, les élèves avaient un peu peur, c'était pas forcément peur des punitions, mais... Et les parents avaient le ventre noué quand ils allaient voir les professeurs. Ils se demandaient ce qu'ils allaient dire. Or, là, si le professeur sanctionne l'élève, il arrive très souvent que les parents s'en prennent à lui. Pourquoi avez-vous fait ça? Mon enfant ne le méritait pas. C'est à vous de mieux vous occuper de lui. C'est à vous de le faire réussir. Ce mot de réussite, si vous voulez, tend à éclipser celui-là, le mot de culture. Et la disparition de ce mot de culture est effectivement très inquiétante. Merci beaucoup, monsieur. Vous regarderez la suite en vidéo. Monsieur Magnier, votre question? Tout en appui. Madame la Présidente, monsieur l'académicien, merci de vos éclairages. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi il faut prêter serment pour dire ce que vous venez de dire. Franchement, je le dirai à plusieurs reprises, je ne vois pas pourquoi on fait une commission d'enquête sur cette affaire. Et pourquoi, je ne comprends pas, monsieur l'académicien, pourquoi on vous fait prêter serment pour dire ce que vous venez de dire. Franchement, c'est bien, moi j'adore les formes. Oui, mais justement, ces formes-là, on avait déjà eu l'occasion de dire, et je le répète aujourd'hui, une commission d'information a très bien pu entendre ce que vous avez à dire, ce que nous avons à dire. En tout cas,
Merci de votre intervention. La fin de votre propos m'amène à reparler un peu de ce que j'évoque souvent, parce que je suis moi-même enseignant d'origine, de formation. Et je l'étais, je crois que parmi ceux qui sont là, j'étais un des derniers dans une classe, puisque j'y étais encore dans l'année scolaire 2010-2011, avant de devenir sénateur. Et je crois qu'on a, par rapport à l'école, mais on l'a aussi pour beaucoup de choses dans cette société, un peu le mythe du passé béni. Comme si autrefois, avant, tout était mieux. L'école, et même aujourd'hui qui regrette le service militaire. Alors moi, franchement, je vous dis, j'ai fait le service militaire, je ne le regrette pas. Par contre, qu'il y ait un lieu de rencontre des jeunes de ce pays, quelque part, organisé d'une certaine manière, et qui ne soit pas forcément militaire, ça ne me paraît pas une mauvaise chose. Je pourrais prendre d'autres exemples. L'école, elle est dans la société, elle est forcément immergée dans la société change. Ce n'est pas l'école qui change. L'école, elle doit changer en même temps que la société, elle doit changer seule. Ce n'est pas un îlot, même si parfois ça devrait l'être par rapport à un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser dans la société. Les enseignants, aujourd'hui, font partie d'un monde qui n'est pas un monde à part. Par contre, ce qu'on peut contester, c'est la façon dont ils sont formés aujourd'hui, dont ils l'ont été dans les 10 dernières années. Moi, j'ai eu la chance d'être un enseignant formé à l'école normale instituteur, même si ce n'est pas le nec plus ultra de la formation, ça l'était pas mal pour les enseignants. Et je crois aujourd'hui que ce qu'on peut regretter, et c'est peut-être un peu un des maux dont souffre notre école, c'est d'avoir des enseignants qui sont un peu démunis parce que mal formés. Et justement, la loi de refondation de l'école a fait une part belle à la formation des enseignants dans des établissements qui ne s'appellent plus les IUFM, qui ne s'appellent plus les écoles normales, mais qui s'appellent les écoles supérieures de professorat à l'éducation, et dans lequel on essaie de redéfinir la formation des enseignants et de redéfinir ce qu'est le socle commun des enfants de ce pays, de connaissances, parce que c'est d'abord la connaissance à l'école, de compétences, parce qu'il faut que ces connaissances débouchent sur des compétences pour la réussite professionnelle notamment, et de valeurs, que sont les valeurs culturelles que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc je crois que vos interventions, vos explications nous font comprendre qu'effectivement, aujourd'hui, l'école, elle est soumise à un certain nombre de difficultés qui viennent de l'extérieur. Cette commission d'enquête aujourd'hui qui est mise en place et nous permettra certainement de débattre, comme nous l'avons fait longuement lors de l'élaboration de la loi de 2013 sur la refondation de l'école. On peut débattre effectivement longtemps sur l'école, mais je ne pense pas qu'elle soit un élément différent de tous les autres éléments de la société. Il faut qu'elle évolue. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire non plus de faire le procès des parents d'élèves. Vous savez, moi, j'ai connu des parents d'élèves qui viennent toujours, aujourd'hui, en 2015, un peu en tremblant à l'école, parce que pour eux, ce n'est pas toujours simple de venir voir le maître ou la maîtresse de l'école. Je connais encore, malheureusement, des enfants qui vont à l'école avec un peu la peur au ventre, comme vous le disiez tout à l'heure, pour un certain nombre de raisons, parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont différents, etc. Il y a encore la peur, la crainte du maître, mais je crois qu'on a tendance à généraliser des faits particuliers. Effectivement, il y a des gens qui n'ont peur de rien, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils viennent à l'école comme ils viennent dans des lieux de consommation. Ça a été dit, c'est vrai. Mais ça n'est pas, je crois, la généralité. Voilà ce que je voulais dire. Merci, chers collègues. Je vais donc donner la parole à monsieur l'académicien. Je veux juste dire, donc, pour qu'il n'ait pas l'impression que ce soit lui qui est mis en cause, et c'est vraiment donc notre différence entre commission d'enquête et mission d'information. Le choix qui a été fait n'a pas été celui de tout le monde, mais vous n'y êtes pour rien, donc je vous laisse répondre. Je vous l'ai dit, j'aime les formes, j'aime les rites, donc je me suis soumis à cette obligation avec... sans aucun problème. Écoutez, je suis très étonné de ce que vous avez dit sur l'apparente ritournelle du « c'était mieux avant ». Je constate que plus le présent se révèle invivable et plus on tente à ridiculiser, voire à criminaliser la nostalgie. J'ai vu, il y a 2 ans, un professeur d'un lycée professionnel qui avait été tabassé par un élève et qui a dit à la télévision, et c'était visiblement pas... C'est pas un professeur à l'ancienne, hein, il se présentait... comme les professeurs sont habillés aujourd'hui, souvent en jean et en t-shirt. C'est justement le principe égalitaire qui touche, qui affecte les professeurs eux-mêmes.
on ne porte certainement plus la cravate aujourd'hui quand on va enseigner au lycée. Bien. Et il disait, il a eu cette phrase, il faut bien le savoir, l'enseignement aujourd'hui, c'est un sport de combat. En 1974, 75, je ne sais plus, j'ai été nommé, juste après mon agrégation, professeur dans un lycée technique de Beauvais, à l'Orée de Beauvais. J'étais très content d'obtenir ce poste parce que je pouvais rentrer à Paris, je n'avais pas à m'installer plus loin au nord pour 3 ou 4 jours, et c'était l'obsession des jeunes agrégés. Je ne me suis jamais posé la question de la discipline. Je n'ai jamais pensé que ça allait être dangereux pour moi. Je n'avais pas cette peur. Il m'arrivait de rater mes cours et les élèves me le faisaient sentir, mais c'était tout. Alors, j'entends dire aussi que maintenant, alors nous avions par exemple une sorte de ferveur pédagogique dont j'ai parlé, les tables rondes, etc. Mais maintenant, on vous explique qu'on a besoin de professionnaliser les professeurs. La transmission du savoir ne suffit pas à elle seule à faire un bon professeur. C'est quand même étonnant. C'est une rupture avec plusieurs siècles d'éducation, avec l'éducation elle-même. Ce qu'on demandait à un professeur, c'est de savoir transmettre ça. Pourquoi, vous dit-on, et c'est fini? Parce que maintenant, il s'agit de tenir sa classe. Le grand problème, c'est qu'il faut des professeurs aguerris pour qu'ils sachent tenir leur classe. On m'a même on m'a jamais dit, on m'a jamais donné des recettes pour tenir ma classe. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jamais. Et c'était les années 70. Donc il s'est quand même produit une rupture extrêmement violente. C'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, sachons-le quand même, aujourd'hui, quand un élève, un brillant élève, passe l'agrégation, c'est avec l'idée qu'il faudra qu'il se débrouille pour ne pas enseigner ou pour trouver immédiatement un poste dans le supérieur. Nous voulions enseigner près de Paris. Voilà, c'était avoir un bon classement pour pouvoir enseigner près de Paris. Mais ne pas enseigner, non, c'était pas notre objectif. J'étais plutôt content de devenir professeur. Voilà. Et donc, il se passe quelque chose. La crise des vocations vient de la nouvelle situation faite aux professeurs dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et cette situation, alors là je vais définitivement mettre les pieds dans le plat, a un lien évidemment avec le nouveau public scolaire, donc avec l'immigration. Et ce lien, il est très difficile à faire. J'ajoute même que si la nostalgie est criminalisée aujourd'hui, on le voit très bien, c'est parce qu'on a l'air de regretter l'époque d'une certaine homogénéité culturelle et ethnique, et ce faisant, on est suspect de racisme. Souvenez-vous des attaques qui ont été lancées contre un certain nombre de films, comme Les Enfants du Marais, comme Amélie Poulain, ou comme non, comment ça s'appelle, pas les chanteurs, enfin peu importe, j'ai oublié le titre, mais les choristes, pardon, qui n'étaient pas de grands films, Dieu sait. Mais tout d'un coup, on disait, regardez, pourquoi ils aiment ça? Pourquoi ça leur plaît? Parce que ce n'est pas la diversité, parce que ce n'est pas la France multiethnique. On aurait plus de latitude pour critiquer le présent si le présent n'était pas celui de la diversité. Car critiquer le présent de la diversité, c'est évidemment, disons, se montrer coupable de quelque chose, de pas bien. Donc, et il me semble que les professeurs aujourd'hui sont dans une situation qu'ils n'ont jamais connue, jamais, qui n'a pas de précédent. Alors, je ne veux absolument pas idéaliser l'époque où j'ai été élève ou l'époque où j'étais enseignant. J'ai connu de longues périodes d'ennui, j'ai connu des professeurs, disons, beaucoup trop autoritaires pour le coup, d'autres qui n'étaient pas à la hauteur de leurs fonctions. Tout cela est vrai. Il n'en reste pas moins que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui n'existent pas. Et la difficulté de le dire tient précisément à ce que cela met sur le tapis une question qu'on a beaucoup de mal à regarder en face, qui est la question de l'immigration de peuplement.
Je vais juste rebondir parce que, bon, bien sûr, dans tout ce que vous avez dit, il y a la transmission de savoir, mais je pense qu'il y a aussi tout ce qu'il y a derrière la pédagogie. Et c'est vrai qu'un professeur agrégé n'a peut-être pas tout à fait les mêmes classes aujourd'hui dans des collèges. Et c'est très bien que vous ayez eu envie d'enseigner. Je suis assez d'accord. C'est dommage qu'un quelqu'un qui devient professeur, même agrégé, n'ait pas envie d'enseigner, surtout pas. Ça, c'est vraiment très dommage. Mais c'est vrai que nous sommes à plusieurs niveaux, donc l'école primaire, le collège et le lycée. Mais je vais laisser donc Monsieur Savin poser sa question. Excusez-moi, chers collègues. Non, non. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur l'académicienne, merci pour les propos que vous tenez, qui, c'est vrai, dressent un peu un tableau assez pessimiste de la situation, mais à titre personnel, je crois qu'en effet, ce tableau est très proche de la réalité que nous vivons au quotidien. Alors, ma question va avoir un lien avec les événements qui se sont déroulés au mois de janvier dernier. Nous avons entendu déplorer la faiblesse de la réponse gouvernementale dans le domaine de l'éducation, parce que cette réponse se contentait de réaffirmer des valeurs, et vous l'avez souligné tout à l'heure, tandis que vous appelez, vous, de vos voeux, un retour de la rigueur à l'école. Alors pourriez-vous peut-être développer cette idée, évoquer la forme que vous pourrez prendre, selon vous, ce retour de la rigueur, aussi bien dans les classes que dans les programmes scolaires? Si vous en êtes d'accord, ils poseront tous les deux leurs questions et ainsi vous Parce pourrez que je répondre. répondre, Voilà. mes réponses sont trop longues. Ce n'est pas de votre faute, c'est que le temps est très compté. Merci. L'école, elle est victime de ce qu'elle s'est donné comme mission, et c'est une mission qui est absolument incontestable, c'est-à-dire la démocratisation. Dans les années 60, tout le monde n'allait pas au lycée. J'ai encore connu l'examen d'entrée en sixième, par exemple. Donc ceux qui étaient au lycée, et en particulier quand ils étaient issus de familles modestes, considéraient qu'ils avaient eu la chance d'aller là où leurs parents n'avaient pas pu aller, et les parents étaient tout à fait décidés à leur faire sentir la nécessité de la discipline parce qu'ils avaient de la chance et qu'ils n'avaient pas le droit de la gâcher. Je crois que maintenant, dans la mesure où tout le monde, quand il entre à l'école, a vocation d'aller jusqu'au baccalauréat et au-delà, ce sentiment a plus ou moins disparu. Il y a une exigence des parents que vous puissiez suivre, et que les élèves puissent suivre année après année. Et si les professeurs y mettent obstacle parce qu'ils estiment que le niveau n'est pas atteint, à ce moment-là, effectivement, certains parents vont croire devoir s'en prendre, non pas à leurs chers élèves, mais aux professeurs. Ça peut exister, mais la société a des exigences différentes parce qu'on a d'abord donné comme objectif que tout le monde puisse aller le plus loin possible. Ça a des conséquences. La deuxième, c'est que quand nous avions un diplôme, quand on était professeur agrégé ou certifié, on était assuré d'avoir une place dans la société parce que le diplôme était rare. Même s'il n'est pas dévalorisé, il n'empêche quand même que le diplôme est moins rare, que la paye n'a pas suivi toujours, et qu'un professeur de lycée dans une ville moyenne, je suis élu d'une ville moyenne, c'était peut-être quelque chose il y a 40 ou 50 ans, c'est maintenant une fonction banale parce qu'il fréquente des quantités d'autres gens qui sont sortis de l'université avec Bac+3, Bac+5, qui sont les parents de leurs élèves, et tout ceci est normal. La société, de ce point de vue-là, c'est un peu homogénéisé. Je ne suis pas persuadé que nous pourrons modifier ce genre de choses. Il y a un point je dois peut-être nuancer un peu aussi, vous avez parlé, et c'est un vrai problème, des enfants issus de l'immigration et qui peuvent se sentir hétérogènes dans les classes et poser des problèmes. Mais il y a aussi des problèmes dans des villes moyennes dont les lycées ne sont pas particulièrement marqués par une forte présence d'élèves issus de l'immigration. Donc il y a le problème des lycées ou des collèges à forte population
d'enfants d'origine étrangère et dont les parents peut-être ne maîtrisaient pas la langue française, etc. Il y a aussi des problèmes dans des villes moyennes où ça ne joue pas tout à fait. Donc je pense qu'il faut peut-être un petit peu élargir la problématique et ne pas la limiter à ce que vous indiquez. Le dernier point qui me paraîtrait intéressant, c'est que la société, elle a toujours évolué en même temps que l'école et qu'elle a eu tendance toujours à établir les familles les plus favorisées. Quand une évolution les inquiétait, elle a toujours eu tendance à mettre en place des systèmes dérivés pour échapper à l'évolution et faire en sorte que, même dans le service public, il y ait de bons lycées et de moins bons lycées. Et qu'on publie, ça m'a toujours surpris et un peu choqué, dans la presse, la liste des bons établissements et des moins bons établissements, ce qui est parfaitement contraire à l'éthique que l'école veut développer. Il faut savoir ce que l'on veut, où on classe les établissements, où on dit qu'on veut la réussite pour le plus grand nombre. Bon, je crois que c'est ainsi. Et il y a un point qui est très symptomatique, j'ai fait là-dessus des rapports, c'est la classe préparatoire aux grandes écoles, qui est quand même l'instrument de la diversification sociale. On se rend compte que les classes prépa continuent à avoir des recrutements extrêmement sélectifs et qu'elles ne sont loin d'être présentes géographiquement sur l'ensemble du territoire. Et quand vous regardez la carte des classes prépa, vous vous apercevez qu'elle reflète aussi une certaine sociologie. Et ça, on en parle peu. Et quand on veut faire avancer les choses ou les modifier, on se heurte à un silence assourdissant, quelle que soit la majorité et quel que soit le gouvernement. Je me permets de faire ces quelques remarques. L'école défend l'indépendance de l'ordre spirituel. L'enseignant, l'instituteur, disait Péguy, n'est pas le représentant d'une majorité, il n'est pas le représentant de l'État, il n'est pas le représentant de la société. Il est le représentant des poètes et des artistes. Il est le représentant de la culture. Or, précisément, aujourd'hui, cette représentation est remise en cause et l'une des raisons pour lesquelles on refuse à l'école les signes religieux ostensibles, c'est que derrière ces signes, il y a l'affirmation que la culture doit être soumise à des considérations et des valeurs plus hautes. C'est tout le sens du rapport Aubin, un rapport enterré en 2004, un rapport qui parlait justement des problèmes des signes religieux dans les établissements dits sensibles, car ils existent. Moi, je veux bien qu'il y ait des problèmes ailleurs, je l'ai dit, et il faut élargir, mais élargir, ça ne doit pas être noyer le poisson non plus. Or, tout est fait aujourd'hui en France de toutes les manières et de tous les côtés pour noyer le poisson. Donc, et ce que le rapport Aubin disait, c'est qu'effectivement, il y avait la question du voile, mais derrière la question du voile, il y avait la contestation des cours. Et c'est vrai aussi dans l'enseignement supérieur. Quand le voile est très présent dans l'enseignement supérieur, eh bien, les professeurs eux-mêmes, dans ce qu'ils disent, sont contestés. Et la culture doit être défendue, l'indépendance de l'ordre spirituel doit être défendue, et donc cela exige des règles, cela exige une certaine rigueur, là encore, une certaine intransigeance. Donc je défends l'intransigeance contre une ouverture qui équivaut, pour employer le terme récemment remis à la mode, à de la soumission. D'autre part, pour en venir à la démocratisation. Oui, la démocratisation a été une ambition. Elle était inscrite déjà à l'horizon de la République. C'était ce que Ossip Mandelstam a appelé dans un poème la splendide promesse faite au 4e État. Hein, promesse, justement, de cultiver tout le monde. Mais on a voulu, et c'est très légitime, accélérer les choses. Hein. Donc on a massifié l'enseignement. Le résultat, c'est qu'il y a moins, il faut bien le dire, il y a moins d'élèves issus des milieux modestes dans les classes préparatoires et à l'école polytechnique qu'avant. C'est ça le résultat. Il y en a moins depuis la démocratisation. Et il suffit lisez Le Premier Homme. Lisez Le Premier Homme de Camus. Voyez ce qu'a été M. Germain. M. Germain, de toute façon, n'aurait pas sa place dans l'enseignement d'aujourd'hui. Il n'aurait pas sa place. Les inspecteurs le suspendraient pour sa sévérité. Et Albert Camus ne serait pas devenu Albert Camus. Il n'aurait pas pu le devenir. Et pourquoi ? Eh bien, on le voit, je parlais de l'héritage tout à l'heure. Hein. Mais
Pensons à l'effet dans l'institution d'un livre comme celui de Pierre Bourdieu, Les Héritiers. C'est un livre qui nous dit, voilà, il y a des gens qui sont nés dans la bourgeoisie et finalement, les choses, ils ont acquis une sorte de capital culturel avant l'école, et l'école, finalement, elle les désigne sous couleur d'égalité des chances, elle choisit les déjà héritiers, ceux qui sont dans la connivence de la culture. Bien. Résultat, c'est à l'héritage qu'on s'en est pris. C'est à la culture générale qu'on supprime dans un certain nombre de concours et de concours administratifs au grand applaudissement du CRAN, le comité représentatif des associations noires de France. Parce que, dit-on, la culture générale avantage, et ça c'est une expression qu'on entend, ça fait partie des éléments de langage, ceux qui ont les codes. Voilà. Il y a ceux qui ont les codes et il y a ceux qui n'ont pas les codes. Donc l'inhéritage devient au programme. Parce que précisément, on se dit, oui, mais c'est trop facile. Il y a des gens qui ont déjà un capital culturel, d'autres qui n'en ont pas. Et bien, si précisément on faisait fi de ce capital, on réaliserait mieux l'égalité. Le résultat, c'est qu'en effet, les enfants des milieux défavorisés ont de moins en moins de chances de s'élever. Quant aux enfants d'enseignants, aux enfants de milieux défavorisés, on les met dans des écoles où une idéologie comme celle-là ne sévit pas. Hein, et il est tout à fait légitime, étant donné la situation, le désastre scolaire d'aujourd'hui, que les journaux, en effet, publient les palmarès des lycées. Parce que tous les parents se posent la question. Il faut bien le savoir, tous les parents. Alors on va peut-être durcir la carte scolaire, mais tous les parents. Autrefois, on mettait ces enfants. Et encore une fois, je vois bien, moi j'habitais dans le 10e arrondissement, on m'a mis dans l'école d'à côté. Et mes parents ne réfléchissaient pas. La confiance dans l'école publique régnait. C'était simple, c'était tout à fait, voilà, on met dans l'école publique, après, et tout va bien. Mais maintenant, ce n'est plus vrai. J'ai mis mon fils, moi, au lycée Lacanal. Je me suis installé à Bourg-la-Reine pour qu'il soit mis au lycée Lacanal. D'ailleurs, j'ai même fait jouer mes relations pour qu'il soit au collège Lacanal plutôt qu'au collège Évariste Galois, qui était tout près. Parce que c'était un collège difficile. Mais mon choix du lycée Lacanal a été désastreux, déjà désastreux, parce que ce n'était plus un grand lycée. C'était devenu un mauvais lycée. J'aurais dû le mettre au collège Sévigné à Paris. J'aurais dû faire ça. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Mais que des parents aient conscience de la situation, c'est quand même la moindre des choses. Il faut bien qu'ils défendent leurs enfants. Il faut bien qu'ils veuillent assurer à leurs enfants une éducation digne de ce nom. Il veut qu'ils les mettent à l'abri d'une idéologie égalitaire qui, au bout du compte, entretient les pires des inégalités. Merci beaucoup. Donc je crois que nous allons bien sûr arrêter, même si nous resterions beaucoup plus longtemps avec vous, mais nous avons d'autres auditions. Merci monsieur l'académicien. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cette audition sur le thème de l'éducation et la perte de repères républicains. La commission d'enquête au Sénat auditionnait Alain Finkielkraut, le philosophe essayiste et membre de l'Académie française, est venu dresser un constat très pessimiste devant les sénateurs. Pour lui, la République semble renoncer au moment même où elle est défiée. L'école est confrontée à de nouvelles difficultés, des élèves de plus en plus connectés, de moins en moins attentifs, et puis un nouveau public scolaire souvent issu de l'immigration, ce qui pose de nouvelles difficultés à l'école. La commission d'enquête continue ses auditions, des auditions que vous pouvez toujours voir et revoir sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.